Salut les gars, comment ça va YouTube? Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Ouais, j'ai mis mon bombardier Tomeil avec moi parce qu'il fait extrêmement froid ici, il neige pas encore. Donc bon courage pour ceux qui ont de la neige chez eux. Mais en attendant, je voulais juste faire une petite vidéo pour faire un récapitulatif de tout ce que j'ai pu acheter et installer sur ma voiture. Vous aurez tous les détails et pour ceci, je vais vous présenter la bagnole. Donc, pour ceux qui la connaissent déjà, c'est une Nissan Skyline R32 GTST type M, deuxième série, sortie en mai 1993. Cette voiture-là totalise à peu près 158 000 km et c'est une 60e anniversaire, donc c'est une voiture qui est vraiment très très rare. Il y en a seulement 303 ou 306, il me semble, qui ont été produites dans le monde entier dans cette configuration-là avec la boîte manuelle. Donc si on doit revenir un peu dans le passé, cette voiture-là, je l'ai payée aux alentours de 9 800 €. Enfin, pour être précis, 9 800 €. Donc c'était en 2018. J'ai eu un gros coup de bol parce que le mec qui voulait me la vendre au départ me dit je te la fais à peu près à 10 000 € dans l'état et 13 000 € si je dois la repeindre. Je lui ai dit écoute, vu ce que je vais en faire, je préfère mieux la prendre dans l'état, et puis vu que je suis mécanicien et que j'ai ma boîte de préparation automobile, je la referai petit à petit moi-même. Donc cette voiture-là, elle a une histoire particulière. Elle a été importée en Belgique en 2009, directement du Japon. Elle a subi l'homologation, donc les normes au niveau des phares avant et au niveau de l'anti-brouillard arrière et au niveau des ceintures de sécurité. Donc tout est passé aux normes européennes. Donc ce qui était bien avec cette bagnole, c'est que j'avais pas besoin de refaire un autre certificat d'homologation ici aux Pays-Bas qui allait me coûter entre 1000 et 1800 €. Quand j'ai acheté la voiture, j'ai commencé à la réparer petit à petit, la remettre en état de marche. J'ai été faire l'homologation et une fois arrivé à l'homologation, on m'a demandé seulement 110 €. Donc déjà 110 € pour le RDV ici, l'homologation. Ensuite, il faut compter 29 € pour le contrôle technique. Alors le contrôle technique, ça a été l'orage mais magistral. Contrôle technique, j'ai payé 29 balles. Et ce qui est bien aux Pays-Bas, c'est qu'on peut rouler avec des voitures qui sont swappées. On peut rouler avec des voitures qui ont des V8, donc swappé V8, même avec des échappements latéraux. Personne ne viendra vous faire chier, vous enquiquiner aux Pays-Bas pour ce genre de bagnole là. Donc la voiture, elle est pas telle que, je l'ai pas eu telle qu'elle était, hein. Je vais mettre une photo tout de suite, quelques photos. Donc comme vous avez pu le constater, en fait, voilà, la voiture était vraiment dans un état d'origine, vraiment d'origine de chez d'origine. Il y avait juste quelques petites pièces qui étaient installées. La voiture, quand moi je l'ai achetée, elle était équipée d'un turbo HKS GTSS, d'un boost controller Apexi AVCR type R. Et puis injecteur en 550 cm3, pompe à essence d'Edgewerk 300, gestion HKS Fcon V Pro 3.24 avec le map et le capteur de température d'air. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre dessus? Et un embrayage Sage 3 de chez Spex. Donc voilà, c'est tout ce qui était installé sur la voiture quand moi je l'ai reçue. Sortait déjà dans cette configuration là, la voiture sortait un peu plus de 320 chevaux, et donc du coup j'en étais content, elle marchait bien, mais je me suis dit, vu que je viens d'ouvrir ma boîte de préparation automobile, que j'ai une Nissan Skyline R32 que je possède pour moi, pour mon plaisir, pourquoi pas la préparer un peu sauvagement. Donc c'est pour ça que cette vidéo est créée, c'est pour vous parler de tout ce que j'ai pu payer comme matériel et comme pièces pour pouvoir la mettre aux alentours de 400 à 450 chevaux. Donc il faut savoir un truc, la première chose que j'ai faite quand j'ai commencé à préparer la voiture, c'est que j'ai tout simplement retiré le bloc. Je l'ai posé sur mon support moteur et j'ai commencé à faire une investigation. Alors avant de retirer le moteur, j'avais déjà eu quelques problèmes avec. J'étais parti au Nürburgring et en rentrant, je me suis rendu compte qu'elle avait une petite perte de puissance. Donc j'ai appelé un ami qui a un compressiomètre et un leak down test, donc un test de fuite, et je me suis rendu compte qu'en fait sur le cylindre numéro 2 et sur le cylindre numéro 5,
j'avais de très gros problèmes de fuite. En fait, j'avais des segments qui fuyaient parce que j'avais de l'air qui ressortait au niveau de la pipe pour la jauge à huile. Et donc là, quand il y a de l'air qui sort de ce côté-là, on sait tout de suite qu'il y a un problème au niveau des segments. Et les segments ne sont plus imperméables, donc du coup, ça sert à rien de continuer avec la voiture comme ça, on va plus l'endommager qu'autre chose. Donc du coup, j'ai retiré le moteur, et après avoir retiré le moteur, je me suis lancé dans la préparation de celui-ci. Alors, ce moteur-là, ce RB20, il reste totalement d'origine, en biellage d'origine, donc piston, bielle et vilebrequin, arbre à cam, tout est d'origine sur la voiture. Mais j'ai pensé à fiabiliser le moteur et à travailler un peu dans les ports de culasse. Alors, au niveau de la fiabilité moteur, j'ai monté un joint Cometic pour une valeur de 250 €, des bielles ARP renforcées pour la culasse, il y en a à peu près pour 300 balles. Pas des bielles, des vis, des vis ARP, la visserie ARP pour la culasse, donc 300 balles. Visserie au niveau du vilebrequin ARP aussi, 250 balles à peu près, grosso modo. Et donc tout le reste, c'est des joints d'origine, Nissan, donc soit les joints d'étanchéité pour les arbres à cam et compagnie, joints d'étanchéité pour le vilebrequin, joints d'étanchéité pour ci, pour ça, enfin tout est d'origine. Ensuite, une fois que le moteur a été terminé, je l'ai laissé sur le support moteur et j'ai commencé à m'attaquer à cette pièce-là. Cette pièce-là, ici, là. Pipe d'admission sur mesure. Alors, c'est une pipe d'admission que j'ai fabriquée avec un ami. On a pris tout simplement la pipe d'admission du RB20 qu'on est venu couper. On a posé une plaque en aluminium aéronautique de 10 mm d'épaisseur, donc 1 cm, mais on va parler en millimètres, c'est mieux, 10 mm d'épaisseur, dans laquelle on est venu directement faire des Velocity Stacks à l'intérieur, donc des cornets. Et puis ensuite, on est venu prendre la partie d'un plénum de RB25 type Grady qu'on est venu souder dessus. Mais cette modification-là entraîne aussi de faire des modifications tout autour. La première modification qui est importante à faire, ça a été la modification de la pipe d'eau ici. Normalement, celle-ci sort droite, et là, elle sort comme ça. De telle manière à ce que je puisse mettre ma petite durite renforcée. Donc ça, c'est les durites que j'ai achetées au mètre. Durite en silicone 5 couches et 4 épaisseurs au niveau du tissu à l'intérieur pour bien garder la flexibilité et aussi que ça soit super costaud. Et également une durite d'eau juste ici qui part en fait sur la pipe d'eau qui se trouve sous la pipe d'admission. Donc je vais mettre une photo de la pipe d'admission avant. Et donc là après. Et aussi la pipe d'eau aussi qui a été modifiée de telle manière à ce qu'elle vienne se rejoindre ici. Cette pièce-là n'est pas une pièce d'origine, c'est une pièce qui vient se mettre directement sur le radiateur. Et normalement, au lieu d'avoir la durite principale qui part ici, et vu qu'on bifurque sur 2 durites, donc on est venu avec mon ami Ivo, on a conçu ce petit T, donc qui est une pièce conique et plate, qui vient s'emmancher dans la durite d'eau supérieure et dans la durite d'eau inférieure qui se trouve sous la pipe d'admission. Pour pouvoir positionner cette pipe d'admission, on a dû modifier aussi la pipe d'eau au niveau du calorstat. Donc on a dû la couper et la diriger un peu plus vers le bas parce que sinon ça venait taper en fait. Là, on ne pouvait pas monter la pipe d'admission. Ensuite, j'ai acheté le papillon, donc le throttle body, le corps papillon en 90 mm de diamètre. Extérieur et 80 mm intérieur, donc pour avoir le plus d'air possible. Donc pour un papillon dans ce genre, on est aux alentours de 70 à 80 €. Vous pouvez trouver ça sur eBay, AliExpress également. Et donc moi j'en ai acheté un et un de mes amis m'en a donné un aussi. Donc comme ça j'en ai 2 en stock. Mais bon, il fait très bien l'affaire. Pas de problème au niveau du capteur de position de papillon. Tout se branche en lieu et place. On peut ajuster le ralenti si on veut supprimer l'IACV. Enfin voilà, on peut faire du réglage manuel. J'ai également racheté un câble d'accélérateur chez Enjuku.
qui m'a coûté un peu moins de 30 balles parce que le mien était trop court, donc il ne pouvait pas arriver directement sur l'axe de rotation du papillon. Donc voilà. Ça, on va en parler après et je vais vous expliquer pourquoi. La deuxième modification que j'ai faite, c'est pour le turbo. Alors, le turbo, voilà. Turbo, c'est un gros turbo, c'est un Allset H1E en 14 cm3. J'ai dû le payer 150 € et il fait très très bien l'affaire. Sur ce turbo, on est venu souder directement sur le corps chaud du turbo le support pour la wastegate externe. Donc c'est une tiale, mais bon, c'est une knock-off, mais elle fait super bien son job, j'ai aucun problème. Là pour l'instant, à 1 bar 1 de pression, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et donc ensuite derrière, elle repart directement via ce flexible directement sur la descente de turbo du Allset. Ensuite, au niveau de l'allumage, donc c'est là que ça devient intéressant. Donc, l'allumage d'origine que j'avais dessus, c'était l'allumage, c'était des Yellow Jacket que j'avais. Et le problème avec les Yellow Jacket, comme je l'ai dit, c'est de la grosse merde en fait. Yellow Jacket, on est vraiment sur des bobines qui coûtent cher et qui sont vraiment très déprimantes. J'avais deux de mes bobines et je pense que c'est dû à ça qu'en fait, et c'était pile poil sur le cylindre numéro 2 et sur le cylindre numéro 5, en fait, qui étaient endommagés, et du coup, je me suis rendu compte que les bobines donnaient des impulsions par intermittence. Donc du coup, j'ai préféré saquer ces bobines-là et je me suis mis sur des bobines de base de R32 GTR. Donc ils sont juste là. Des R32 GTR, je les ai payés, je les ai posés en position. Ça a plus ou moins résolu le problème, mais j'ai eu un souci juste derrière. Quand on change des bobines de merde par des bobines OEM qui sont très bonnes, et on se rend compte qu'en fait, derrière, ça peut créer des problèmes. Et les problèmes, ils viennent généralement de ce petit boîtier à la con, ce transistor, qui est ni plus ni moins qu'un amplificateur d'allumage. Et cet amplificateur d'allumage, il a foutu le gros bordel en fait sur mon moteur. Donc du coup, les bobines de GTR, j'ai dû payer ça à peu près 50 balles, les 6. Sur une bonne occasion sur Driftworks. Pour la plupart qui connaissent pas Driftworks, c'est un forum, un site internet et un forum sur la plupart de voitures en propulsion, des gros swaps de ouf et tout ça. Donc du coup, j'ai pu acheter ça et j'en suis super content. Mais bon, le problème c'est que je pouvais pas continuer à rouler, même si j'avais déjà changé. Il y avait un ami à moi qui avait un amplificateur aussi pareil et ça faisait exactement le même bordel. Et il y avait aucun problème au niveau des polarités, au niveau de l'intensité des câbles, des trucs comme ça, c'est juste l'amplificateur qui foutait le bordel. Donc du coup j'ai arrêté l'affaire avec ça et je me suis mis sur ces bobines là. Donc ces bobines là sont des bobines d'Audi R8 et vu que ce n'est pas les mêmes connecteurs, j'ai dû modifier en fait les connecteurs. Donc j'ai acheté 8 bobines d'Audi R8 parce qu'elles proviennent tout simplement du Audi R8 V8. Et donc j'ai dû acheter des connecteurs qui vont bien. Donc j'ai refait tout mon faisceau allumage, je l'ai refait sur mesure. Et sur celui-ci, donc je me suis repiqué sur la prise d'origine ici, qui permet de faire la distribution de l'alimentation, la masse, et aussi sur celui-ci. Alors ça c'est un fait maison, hein. C'est le signal donc du calculateur directement sur les bobines. Donc voilà. Au niveau des injecteurs, j'ai aussi changé, vu que je vais souffler un petit peu plus fort et qu'il y a certaines choses qui vont venir à être prises en compte. Je suis passé sur des injecteurs Siemens DK5 en 880 cm3. Mais la particularité avec ceux-là, c'est qu'ils sont décapés. Alors, décapé. Décapé, ça signifie tout simplement le fait de retirer le capuchon de protection qu'on trouve sur les injecteurs, qui réduisent en fait le flot d'injection que l'injecteur, en fait le pattern de l'injecteur. Le fait de retirer ce pattern-là, on augmente la capacité des injecteurs à cracher. Donc là, j'ai plus qu'un gros trou en fait. Donc ça envoie. Donc on passe de 880 cm3 à 1000 cm3. Donc ça, c'est tout ce que j'ai pu installer sur la voiture. À l'heure actuelle, on a refait aussi
le piping donc qui part du turbo, vu qu'il n'est plus en lieu et place par rapport au HKS GTSS au niveau du All-Set. Donc on est revenu refaire la descente de piping du turbo jusqu'à l'intercooleur, et l'intercooleur en une seule pièce qui repart ici et qui repart directement sur la pipe d'admission. Une chose aussi qui était importante à faire pour moi, c'est de passer sur une batterie, vu qu'on, normalement, ici c'est l'emplacement pour la batterie. Bah, du coup, la batterie, au départ, je l'avais mis dans le coffre. Sauf que la batterie, quand je démarrais la voiture, je pouvais la démarrer, mais je prenais 14 volts 30, entre 14 volts 20 et 14 volts 30 au niveau de l'alternateur, et la batterie à l'arrière, je prenais seulement 13 volts 20. Donc pas assez de jus pour pouvoir recharger la batterie, et même avec ça je me suis rendu compte qu'il y avait un problème au niveau de la pompe à essence, parce que la pompe à essence ne prenait que 11 volts d'alimentation, ce qui n'était pas assez pour fournir l'intensité. Donc du coup, la modification que j'ai dû faire, c'est de brancher un relais qui permet d'augmenter l'intensité de l'alimentation de la pompe à essence, et maintenant je tourne à 13 volts 4. Et j'ai changé aussi de batterie. J'avais une batterie, une Varta, qui était petite, mais qui était trop grosse quand je la mettais à l'arrière, et puis ça se baladait dans tous les sens, et j'arrivais pas à la fixer à un endroit safe. Donc du coup, je suis passé directement sur une batterie Odyssey PC680, et cette batterie Odyssey m'a coûté aux alentours de 120-130 € neuf, avec une garantie de 2 ans. Je vous la montre de suite. Le petit rack de chez QSP ici, avec la batterie qui se trouve dessus. Voilà, vous pouvez voir les câbles qui partent. Donc le câble noir va directement sur la masse carrosserie, masse châssis et masse moteur. Et puis le câble rouge va directement en fait sur un répartiteur. Donc pour le démarreur, pour l'alimentation de la boîte à fusibles. Et puis on a ce câble là qui est le câble qui sort de la batterie, donc j'ai plus qu'à mettre ici. Après il faut que je mette le couvercle et tout ça, mais vu que la voiture ne démarre pas pour l'instant, car j'attends une surprise, j'attends mon calculateur Adaptronic, bah du coup on débranche la batterie. Donc pour faire le toto, pour faire les totos au niveau du prix que ça m'a coûté pour modifier la voiture, donc on est à peu près une centaine d'euros pour le joint de culasse Cometic, à peu près 300 balles pour la visserie ARP pour la culasse, à peu près 200 balles pour la visserie inférieure sur le vilebrequin de chez ARP, pipe d'admission faite sur mesure, mais sur laquelle on a passé énormément de temps. J'ai dû payer 80 € pour pouvoir la remettre à plat en fait, parce que vu que quand on soude de l'aluminium, l'aluminium a une forte tendance à se dilater et surtout à vriller. Donc pour éviter d'avoir des problèmes, parce que j'ai eu des problèmes lorsque je l'ai remonté la première fois, et donc j'ai dû tout simplement l'emmener chez un usineur qui m'a pris 80 balles pour usiner en fait la flasque de la pipe d'admission. Entre la culasse et la pipe d'admission, on a un joint en téflon de chez Thermatec qui m'a coûté 33 balles. Les bobines d'Audi R8, j'ai acheté ça sur eBay. Alors c'est du NGK U5014, si ça vous intéresse pour la référence. C'est les bobines qui sont auto-amplifiées, qui sont indépendantes, et donc du coup il n'y a aucun souci avec. J'ai dû payer ça à peu près une centaine d'euros. Le turbo All-Set H1E m'a coûté 150 balles. Je l'ai refait moi-même, donc j'ai acheté un kit rebuild à 30 balles directement sur le site d'All-Set, et donc du coup j'ai pu refaire le turbo moi-même, et ensuite il a fallu que je les rééquilibre, que je fasse un équilibrage de turbo, donc de l'axe du turbo et compagnie, donc ça m'a coûté 30 balles. La Wastegate Tial 44 mm, c'est une MVR, mais c'est une knock-off, donc c'est une fake, mais elle fait très bien son job. J'ai dû payer ça à peu près 50 balles, 60 balles. Quoi d'autre? Les injecteurs Siemens DK Pickup Truck Flex Fuel 750, enfin 880, montés à 1000 cm3, et j'ai payé ça 132 balles sur eBay aux États-Unis. Le papillon, j'ai dû payer ça à peu près une cinquantaine, soixantaine de balles. La batterie, donc 130 balles, et c'est tout, voilà. Ah non,
mon petit récupérateur de vapeur d'huile acheté sur AliExpress, 40 balles, il fait super bien son job, directement piqué ici et ça repart directement là. Bon, il y a déjà les prints et tout ça, et ce qui est bien, c'est que c'est des durites. Les durites viennent se mettre dedans, et quand on essaie de tirer, on peut pas les retirer parce que en fait la connexion est un peu biseautée en triangle, donc du coup quand on la pose, ça se retire pas. Petite conception personnelle avec mon ami d'un boîtier de dérivation pour les durites qui partent du turbo et de la partie inférieure de la wastegate et qui repartent directement sur le boost solénoïde de chez Apexia VCR. Et là en gestion, je suis avec la HKS Fcon V Pro, mais comme je l'ai dit, j'ai investi dans un calculateur, vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, Adaptronic, c'est un calculateur modulaire Adaptronic iMode 004. Normalement sur internet, à l'heure actuelle, il coûte 1350 $, il faut compter à peu près 1600 $, le prix du calculateur et de shipping. Moi j'ai eu la chance de pouvoir le payer 620 €. Donc à peu près 720 $ livré, mais le problème c'est qu'il a été livré avec USPS et qu'il est toujours aux États-Unis, à Chicago, depuis le 19 décembre. Donc j'ai contacté USPS pour savoir ce qu'il en était, quand est-ce qu'il comptait arriver, est-ce qu'il était bloqué directement dans les dépôts. On m'a dit qu'il était bloqué en dépôt, mais qu'ils allaient faire le maximum pour pouvoir contacter les responsables de site là-bas pour pouvoir justement libérer, faire en sorte qu'il arrive à temps et que j'attende pas trop et que je sois pas trop frustré puisqu'il est déjà trop tard. Ah oui, il y a encore une autre pièce que j'avais installée sur ma voiture. Donc en fait, voilà, j'ai investi dans une autre pièce qui est une wideband. Donc là en l'occurrence, où le focus. Voilà, c'est une LSU 4.2 qui est connectée sur ma downpipe est directement connecté sur ce petit boîtier là. Donc ce boîtier là qui est un TechEdge Wideband Sensor Screen LD02, et ce boîtier est connecté directement au boîtier principal. Et ce qui est bien avec ce boîtier principal, c'est que il y a des câbles qui sortent et qui peuvent donner le signal analogique pour l'AFR que je peux connecter directement après sur mon boîtier Adaptronic iMode 004. Donc je peux faire du target AFR dessus et je peux toujours continuer à regarder la valeur AFR directement sur le boîtier. Chose importante, c'est que le Adaptronic iMode gère aussi le boost control. Donc l'Apexia VCR, lui je vais devoir le virer. Ce qui est con, c'est parce que là le truc c'est qu'il a été percé, ou sinon je peux le garder pour avoir quand même une référence au niveau du boost, vu qu'il peut me donner la lecture en boost. Donc voir si je peux pas prendre le signal de celui-ci et le monter directement sur le boîtier. Comme ça au moins je garde l'intégrité en fait de mon tableau de bord. Et puis ouais, petite joie, donc le fameux HKS Fcon V Pro 3.24 qui est bien, mais qui reste quand même assez c'est un très vieux système, et le problème c'est que bon, tuner ce genre de calculateur là, c'est vraiment une merde pas possible. Et j'ai mon petit ETC ici, donc l'Electronic Toll Collector, qui quand on allume la voiture parle en japonais. Voilà. J'ai aussi installé un écran double DIN, donc Media Player et compagnie, voilà, en Bluetooth, en USB avec les cartes et compagnie. Je peux même recevoir la télé aussi dessus, mais j'ai surtout acheté ce boîtier, enfin ce truc, parce qu'en fait il y a un truc qui est bien. Je sais pas si on va le voir. Voilà, j'ai ma petite caméra de recul. Alors déjà j'ai mon capteur de recul qui est juste ici, et j'ai ma caméra de recul. Parce que le problème c'est qu'on est quand même assez bas dans cette bagnole, et avec aileron on voit pas forcément ce qui se passe derrière. Donc petite caméra de recul qui est bien fixée dans un bon angle, et puis voilà quoi. Donc grosso modo, si je dois faire le récapitulatif de tout ce que j'ai pu payer au niveau prix pour la bagnole et pour les pièces que j'ai achetées, on va dire que je suis pas loin des prix de bagnole et plus les pièces, un peu moins de 13 000 €, sachant que la voiture là,
Ah oui, il faut que j'achète. J'ai un nouveau pare-choc là que je vais devoir acheter. Un pare-choc de chez TBO qui fera très bien l'affaire. Puis j'ai mes petites jantes derrière. On va aller voir mes jantes. Petites jantes en 17 pouces. Qui sont ni plus ni moins que des BBS. Voilà. RF 318. Pour ceux qui veulent avoir la référence. C'était monté de base sur une S14. Et je les ai eus à 75 balles. C'est la même personne qui m'a vendu la voiture, qui m'a vendu les jantes. C'est un très bon ami, Nico. Voilà, si tu vois cette vidéo, Nico, un petit big up à toi. Et donc du coup, ouais, j'allais voir un ami à moi qui travaille la fibre de verre et qui a beaucoup de kits. Il a un kit Velside, il vend des kits Velside i3 E3 pour R32 GTST et GTR. Le problème, c'est qu'après, il faut passer sur des jantes en 9 ou en 10 de large. Et j'ai pas trop envie de dépenser des thunes dans les jantes pour l'instant. Donc du coup, je vais juste me mettre un petit pare-choc TBO à l'avant. Voilà une petite vue de ce que ça va vous donner. On va se le dire, c'est pas mal quand même. C'est vraiment pas mal comme pare-choc. Et puis, elle va passer directement après en wrap. Donc je me tâte un peu encore sur le design. Est-ce que je la garde blanche en wrap ou est-ce que je fais une déco type Reebok? Parce que faut pas oublier que les R32 GTR lors du groupe A étaient sponsorisés par pas mal de marques. Donc il y avait eu Caleçonic, Zexel et il y a eu Reebok aussi. Et Reebok en fait ils avaient fait les sponsors et pour la R31 GTS R et pour la R32 GTR. Et donc du coup, vu qu'elle a un kit complet GTR de base, cette R32 GTST, je me suis dit pourquoi pas. Une voiture qui va sortir aux alentours de 400-450 chevaux, des petites jantes BBS au KLM et un petit kit de décoration vu que c'est une voiture qui va sortir de temps en temps sur la route, pas en hiver. Donc c'est pour ça que l'hiver je passe mon temps en fait dessus. Donc voilà quoi. Donc grosso modo pour 13 000 €, vous auriez pu vous acheter une R32 GTST et puis commencer à l'équiper. Je tenais à remercier tous les gens qui me supportent depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans, des gens qui m'ont fait confiance et tous les abonnés que je peux avoir à l'heure actuelle, car sans eux cette chaîne n'existerait pas on va dire, et je trouverais vraiment pas la force et la motivation de vous parler de ce genre de choses là. Donc voilà, donc prochaine modification à venir, on attend ce foutu calculateur modulaire de chez Adaptronic. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vais rentrer à la maison et puis faire le montage de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Enfin bon, passez une excellente journée et un excellent week-end. Ciao!